Écoutez, je vous remercie de votre invitation. Je suis très heureux d'être là dans le cadre de la Fair Week en collaboration, que vous organisez en collaboration avec la ville. Apparemment, vendredi aura lieu partout dans le monde cette édition du Black Friday. Il porte bien son nom du reste. Black Friday, c'est vraiment un vendredi noir dans lequel, à coup de promotion, 25%, 40%, 80%, eh bien, on incite les gens à surconsommer. Et puis, on crée des nouveaux besoins chez les consommateurs, les consommatrices, et on crée ainsi également une surexploitation tant des ressources naturelles que, évidemment, des travailleuses et des travailleurs. On sait, le jeans dernier cri, le t-shirt qui vient d'être acheté, sont dans la majeure partie des cas, quasiment dans tous les cas, produits dans des pays où il n'y a pas de protection souvent ni sociale ni environnementale, Bangladesh, au Cambodge ou même en Éthiopie, donc dans des conditions qui sont souvent catastrophiques. Et puis bon, pour un salaire de misère et qui servent souvent à peine à couvrir les besoins vitaux. C'est vraiment des conditions, je dirais quasiment 19e siècle. C'est vraiment des prolétaires dont on donne que le salaire simplement pour pouvoir se reproduire. Et puis en parallèle à ça, évidemment, ces produits, c'est des utilisations intensives des ressources, des vêtements qui souvent ne seront jamais portés et vont finir incinérés ou amoncelés. On a tous, j'imagine, vu ces images terribles qui nous proviennent de certains pays en Afrique. On voit ces montagnes d'habits qui pourrissent au bord de la mer. Donc c'est vraiment un jour noir, ce Black Friday, tant pour l'environnement que pour les droits humains. Il porte bien son nom. Donc il est aujourd'hui évidemment essentiel de dénoncer ces méthodes, de dénoncer ce Black Friday et aussi de favoriser, pour être plus positif, de favoriser évidemment des pratiques d'une autre consommation en quelque sorte qui redonne une juste place non seulement à l'humain mais également à l'environnement. Et c'est la revendication qui est portée par le Fair Week, dont la ville de Genève est très heureuse d'être partenaire en tant que ville Fair Trade, et cela depuis 2002. Un long combat, ça n'a pas été simple du reste pour en arriver là. Un long combat qui a commencé, j'ai plus de souvenirs, mais je crois qu'on l'a débuté en 2017, je crois, par une motion déposée par un conseiller municipal, je peux le dire quand même, c'était moi. Mais à l'époque, il y avait une majorité qui ne voulait pas en entendre parler, donc il a un peu dormi dans les tiroirs et elle a été un peu libérée un peu plus tard. Et le temps qu'on arrive à avoir ce Fair Trade Time, on était en 2022. Donc il est important d'être persévérant, il est important d'agir de manière forte et surtout, il faut qu'on évite cette surconsommation à l'excès. Je donnais un exemple récemment. Aujourd'hui, on achète 20 kilos par an, par habitant en Suisse. Donc chacun, y compris les nourrissons en quelque sorte. Il y a 10 ans, c'était la moitié. On voit qu'il ne s'agit pas de revenir, en tout cas pas encore, à une certaine sobriété. Il s'agit tout simplement de limiter un certain nombre d'excès. Les grandes enseignes, par exemple, ils ont des réassortiments des vêtements toutes les 3 semaines. Donc voilà, ça circule, quoi. Et puis il s'agit d'opter pour des produits qui sont d'une vraie qualité d'usage. Et puis, et c'est encore une fois le plus important pour nous, qui ont une véritable empreinte sociale et une véritable empreinte juste en faveur de l'environnement. Des fabrications locales,
ou du commerce, en tout cas, à tout le moins, du commerce équitable, composé de matières qui impactent un peu moins, en tout cas, notre planète. Et puis il s'agit d'allonger également la durée de vie des produits. Il s'agit de pousser deux filières, à savoir le réemploi, la réparation et le partage également de l'ensemble de ces produits. Aujourd'hui, on achète des produits, alors pas forcément dans les vêtements, mais dans les biens qu'on utilise une fois dans notre vie. Je donnais l'exemple d'une perceuse. Est-ce que tout le monde a une perceuse chez soi? Moi, j'en ai une. Je crois que je l'ai utilisée une fois, je ne suis même pas sûr. C'est pas moi qui l'ai utilisée, je crois que c'est mon fiston. Donc voilà, elle est là, elle est au fond de la cave. Donc il s'agit pour nous de réfléchir à cette responsabilité collective parce qu'elle concerne nos actes de consommation individuelle et nous façonnons ainsi quand même une autre économie en étant beaucoup plus responsables. En parallèle, la question de l'équité des échanges économiques, elle ne doit pas simplement se résumer donc à ce rapport, à ces relations nord-sud. On le voit également dans l'industrie textile en Europe de l'Est, mais aussi dans l'agriculture dans l'ensemble de l'Europe, où les revenus ne sont pas suffisamment rémunérateurs. Et c'est aussi un des exemples et un des thèmes sur lesquels nous devons également nous battre, c'est que si nous demandons également une production locale, de qualité, de réemploi, nous devons aussi nous assurer que les producteurs ont un salaire digne. Alors il y a des exemples, les produits laitiers Fer Suisse, et puis à Genève, on a le GRTA par exemple sur le lait, où on paye 1 franc le litre au producteur. Donc il faut, cela nous semble essentiel d'appliquer ces principes de commerce équitable à tous les producteurs, à tous les produits locaux. Donc la discussion de ce soir va explorer ces thématiques et particulièrement comment le commerce équitable nord-sud peut inspirer également une transition au nord, notamment par les normes socio-économiques et environnementales que nous souhaitons instaurer. Donc, je tenais à remercier chaleureusement le mouvement du commerce équitable Genevois pour l'organisation de cette table ronde, ainsi que plus globalement et son engagement sans faille pour des pratiques de consommation qui soient durables. Encore un mot pour vous informer que cette table ronde s'inscrit dans le cadre du programme de la première édition que nous organisons de la Semaine du Climat, et cela jusqu'au 3 décembre. Je vous recommande de regarder le programme. Vous verrez une quarantaine de débats, des ateliers, des projections. Et ça nous permet également de rappeler que notre planète souffre, mais pas seulement la planète, mais aussi la population, et surtout la population la plus fragile, et surtout dans les milieux populaires. Mais qu'en même temps, et c'est aussi l'objectif de la table ronde, mais c'est aussi l'objectif de cette semaine sur climat, il y a des solutions qui sont à notre portée, des solutions pour changer de cap. On peut y contribuer. Ça ne suffira pas, seulement les gestes individuels. Évidemment, il faut des structures, des superstructures qui également, on ne peut pas demander seulement aux gens de faire un effort. C'est indispensable parce que ça entraîne également un mouvement, mais également il faut instaurer des conditions législatives, de loi, des conditions économiques pour que les grands pollueurs à un moment donné cessent. Mais en tout cas, chacun peut déjà aujourd'hui contribuer de manière importante dans cette lutte sur le climat. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. Je suis très content d'être ici, en tout cas pour l'inauguration, le début de cette table ronde, parce que c'est évidemment quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important, comme je le disais en introduction, depuis un certain nombre d'années. Et je constate et je vois que ce mouvement de commerce équitable prend évidemment de plus en plus d'importance et je m'en réjouis. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup de cette introduction
ce dont nous allons vous parler ce soir, c'est d'autres formes de consommation qui ne nuisent ni à la nature ni à l'humain. Donc, je me présente, moi je suis Sophie Driva, je suis responsable du dossier commerce équitable à Action de Carême et je représente Action de Carême au sein du comité de Swiss Fair Trade. Et Swiss Fair Trade, avec dont Anja Imobersteck est la représentante romande, porte cette campagne Fair Trade Town, à laquelle Genève a adhéré, après Carouge, donc on a 2 villes genevoises. L'association romande des magasins du monde, qui est représentée ce soir par Lara Banzini, est aussi membre de Swiss Fair Trade. Et donc nos 3 organisations ont organisé ce soir cette table ronde avec le soutien de la ville de Genève, qu'on remercie infiniment. C'est la 3e fois qu'on fait une table ronde dans le cadre de la semaine équitable. Là, c'est notre 3e, 4e édition, puisqu'il y en a une qui a dû malheureusement être annulée à cause du Covid. Et où on s'interroge autour de la convergence entre ce qu'on appelle le commerce équitable nord-sud et un éventuel commerce équitable local. Et ce souci, il est né d'un double constat. D'une part, que le commerce équitable nord-sud était de moins en moins connu, même si les Suisses, on est connus pour être les personnes qui consommons le plus de produits du commerce équitable par an et par personne. C'est au-dessus de 100 francs suisses par an, mais sur un budget finalement alimentaire, c'est finalement assez peu. Et par ailleurs, moi aussi, le constat, dans le cadre de mon travail, je suis assez proche des milieux de la transition, et d'entendre beaucoup de collègues ou beaucoup de proches qui me disaient « mais nous, on ne consomme plus que du local, puis le commerce équitable nord-sud, voilà, ça connaît, puisque ça doit être importé, ça émet des gaz à effet de serre. » Et au fond, les choses, elles sont quand même beaucoup plus complexes. Et on s'est dit aussi qu'il y avait des points de convergence en ce commerce nord-sud et toute l'économie sociale et solidaire, et au niveau de l'alimentation, autour de tout ce qu'on appelle l'agriculture contractuelle de proximité. Et qu'on trouvait intéressant à chaque fois de faire dialoguer différents intervenants autour de cette problématique. Donc ce soir, on va être autour de l'alimentation. Et je laisse maintenant la parole à Lara Banzini pour vous présenter nos intervenants et intervenantes de ce soir. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Alors, déjà, merci à vous d'être là ce soir. Je remercie aussi les intervenants et intervenantes qui, pour certains, ont fait un long trajet pour arriver jusqu'à Genève. J'en profite, avant d'oublier, de remercier Arnaud et Pierre pour tout ce qui concerne le soutien technique, technologique, parce qu'on aura la chance d'avoir quelqu'un qui sera connecté avec nous depuis le Liban. Et puis voilà, on n'est jamais à l'abri de petits soucis de dernière minute. Et je remercie aussi Benito Pérez qui va modérer la table ronde. Donc au niveau des intervenants, on a Nicole Arena qui vient d'Italie et qui est responsable des projets à Eco Garantito, qui est la fêtière italienne des structures de commerce équitable. Donc Eco Garantito, ils ont mis en place un système de garantie pour les structures qui pratiquent du commerce équitable en Italie. Et par ailleurs, Nicole, elle est aussi mandatée pour faire des audits pour la WFTO, qui est l'Organisation mondiale de commerce équitable de la filière intégrée. Ensuite, on aura le plaisir aussi d'entendre Gaëlle Bigler, qui est une experte indépendante, qui a une longue expérience dans la gestion des projets, la médiation scientifique et la recherche sur le thème des systèmes alimentaires équitables et résilients. Elle coordonne le groupe Commerce équitable local qu'on a mis en place avec Swiss Fair Trade, l'association de soutien à l'action de Carême et puis Unitaire. Donc c'est un groupe qu'on a lancé il y a bientôt 2 ans. Et il a été lancé dans le cadre de la campagne qu'on faisait avec les magasins du monde qui s'intitulait « Un climat de solidarité ». Donc l'objectif, c'était vraiment de dire, OK, on a un gros souci au niveau du climat, mais en tant qu'acteurs et actrices du commerce équitable Nord-Sud, on avait vraiment envie de rappeler que la solidarité avec les pays du Sud, avec les personnes les plus démunies face aussi aux effets du dérèglement climatique, c'était toujours d'actualité et que ceci doit faire vraiment partie de la transition vers laquelle il faut qu'on tende.
Donc, pour revenir à Gaëlle, elle est aussi, elle coordonne aussi les journées de l'agroécologie en Suisse romande et le projet Nourrir la diversité. Ensuite, il y aura Caroline Piferetti, qui est coordinatrice du Cercle Emploi après Genève, le réseau de l'économie sociale et solidaire genevois. Et Caroline a été aussi la porte-parole et coordinatrice de l'association romande des magasins du monde il y a quelques années. Donc, elle en connaît un rayon sur les liens et les connexions qui peuvent être faites au niveau des principes et valeurs du commerce équitable et de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, on aura la chance d'avoir en connexion avec nous depuis le Liban. Il y aura Benoît Berger. Il est impliqué depuis plus de 30 ans dans le domaine de la solidarité internationale. Et il a contribué à la création de Fairtrade Lebanon en 2006. Il est aujourd'hui directeur de programme pour développer des partenariats internationaux au sein de Fairtrade Lebanon. Il est également vice-président de la WFTO Afrique-Moyen-Orient. C'est toujours cette structure mondiale qui chapeaute le commerce équitable. Et il siège aussi au comité directeur international des villes équitables et en tant que représentant des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Voilà. Donc là, on aura le plaisir d'entendre ces personnes. Donc je vais laisser la parole. Merci Lara. Voilà, mon nom est Benito Pérez, je suis journaliste. Je remercie les organisateurs de m'avoir convié à modérer, je ne sais pas s'il y aura besoin de modérer, d'animer un peu cette table ronde. Voilà, elle va se dérouler en 3 parties. Une première partie où chaque intervenant va présenter un petit peu ce qu'il fait et ses réflexions. Ensuite, je leur demanderai peut-être de réagir un petit peu les uns par rapport aux autres. Éventuellement, je leur poserai quelques questions. Et dans la 3e partie, eh bien, on donnera la parole à la salle pour un débat avec nous. Voilà, on va commencer par Micol Arena, qui va nous expliquer un petit peu l'expérience italienne, où la collaboration entre le commerce équitable local et le commerce équitable traditionnel a démarré déjà depuis pas mal d'années, et va nous expliquer un peu autour de quels principes et qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir. Donc vous êtes responsable de ce projet commerce local à Equo Garantito, la fêtière du commerce équitable italien. Je veux m'excuser pour mon français, j'ai accepté de parler en français maintenant. Je ne sais pas si c'était un bon choix, mais je vais essayer à m'expliquer un petit peu. Et je vais être vite parce qu'on est beaucoup et je sais qu'on a à peu près 10 minutes, donc je vais courir un petit peu. Vous pouvez m'aider avec la prochaine... Merci beaucoup. Donc, c'est justement pour nous présenter. On est la fêtière, comme on vous a déjà dit, des organisations italiennes du commerce équitable. Les organisations italiennes ont créé en 1999 la charte italienne des critères du commerce équitable. Ils les ont écrites tous ensemble. Et puis, ils ont créé notre association pour vérifier ces critères à travers des indicateurs qui étaient concrets et vérifiables. Et donc, maintenant, on a 65 organisations. Il y a des organisations très différentes parmi nous. Il y a des entreprises qui achètent directement des producteurs du Sud, qui sont 156 à peu près, les produits du commerce équitable. Il y a d'organisations qui les vendent dans 170 magasins autour partout l'Italie. Et puis, il y a des organisations, depuis peu de temps, qui produisent finalement, selon les critères du commerce équitable, en Italie. Donc, on fait de la promotion du commerce équitable, de la sensibilisation. On fait plaidoyer et partenariat avec les institutions ou bien d'autres organisations. On fait de la formation et des services pour nos membres, mais surtout, le cœur de notre association est le système de garantie qu'on a créé et qu'on a certifié, on a fait certifier par une autre organisation indépendante qui là maintenant s'appelle CSQE. Non, pardon, si vous, bah, c'est pas grave. Depuis 2009, donc, notre système de garantie est certifié. Qu'est-ce qu'on fait? On a
3 étapes dans le système de garantie. On a l'auto-évaluation que chaque membre, chaque organisation doit remplir avec toutes les données sur leur organisation par rapport au principe du commerce équitable. On a la vérification interne qu'on fait, nous directement, nos auditors sur les organisations, et puis on a la vérification externe par ce système de garantie italienne. On fait aussi partie, Equagarantito fait partie de l'Organisation mondiale du commerce équitable de WFTO, comme en tant que Fair Trade Network. Oui, merci. Là, on peut bouger. Et, WFTO, comme Lara a déjà dit, est une organisation qui travaille sur la vérification intégrée. C'est-à-dire que les organisations peuvent devenir membres, rentrer avec les autres 400 à peu près organisations partout le monde dans le système de garantie si toutes leurs activités sont empruntées au commerce équitable. Donc, une entreprise qui veut certifier qu'un droit de travail, qu'une plantation ne peut pas participer à ce type de certification parce qu'il faut que toute l'organisation soit dédiée, toutes les activités de l'entreprise soient dédiées au commerce équitable. Et c'est le même système qu'on a développé en Italie aussi. Mais en venant au commerce local, vous pouvez imaginer qu'il y a eu un gros débat au niveau international à propos du commerce équitable du Nord, parce que dans le réseau de WFTO, il y a un peu plus que la moitié d'organisations qui sont installées au sud du monde. Donc le débat était très, très important et finalement en 2017 à Delhi, en Inde, l'Assemblée a approuvé la possibilité d'avoir le commerce équitable du Nord en parlant des producteurs marginalisés. Et on peut passer à la prochaine slide, anti-slide. Merci. Ok. Oui, parce que nous, comme Equagarantito, on a partagé la même vision. Et, parce qu'on pensait que vraiment, on parle plus de nord et sud, mais on parle de centre et périphérie de l'économie. Et on est parti de la pratique parce que en réalité, dans les étagères, dans les magasins du commerce équitable, il y avait déjà depuis longtemps beaucoup de produits de l'économie sociale et solidaire italienne, dans notre cas. On a des données de 2021 qui disent que le 13% des revenus des organisations de commerce équitable viennent de la vente des produits de l'économie sociale et solidaire italienne. C'est à peu près 8 millions d'euros en Italie. Donc, vraiment, l'économie sociale et solidaire était déjà mélangée avec le commerce équitable. Mais ça n'avait pas une reconnaissance du point de vue du standard, de la norme, on peut dire, du commerce équitable. Et on avait des lignes d'encadrement, non, de direction. On avait des lignes de direction pour la relation entre commerce équitable et économie sociale et solidaire, mais on n'avait pas adapté les règles du commerce équitable. Et donc on l'a fait en Italie en 2018 en changeant la charte italienne des critères. Et on a maintenu, on a gardé l'attention sur le fait que les producteurs et productrices, pardonnez, je n'ai pas fait attention au masculin et féminin en français, soient économiquement défavorisés. Donc la chose la plus importante pour nous,
tant qu'on est dans un débat international, on est dans un réseau international, c'était plus que la proximité, le sujet géographique, c'est vraiment l'impact, le changement social qu'on peut faire dans la société. Donc, on parle des producteurs et productrices économiquement défavorisés. Et qu'est-ce que c'est dans notre idée et dans l'idée de WFTO? Le manque d'opportunités d'emploi, la difficulté ou le manque d'opportunités de formation professionnelle, ou s'il y a des handicaps ou des discriminations, ou bien si on a un accès limité au marché traditionnel, aux grandes chaînes d'approvisionnement. Dans tous ces cas, on peut parler de producteurs qui sont économiquement défavorisés. Et donc, dans ces cas, les producteurs peuvent rentrer dans le réseau des Quo Garantito. Je vous ai déjà dit qu'on est en train de travailler avec plusieurs organisations italiennes. Finalement, on a réussi à porter dans notre famille et dans le système de garantie complet 2 organisations. Une organisation travaille avec le tomate dans le sud d'Italie et il fait vraiment quelque chose de totalement différent de ce que la mafia et le système du caporalato, donc de la criminalité, fait travailler dans une façon irrégulière les personnes dans les plantations. Là, on a changé complètement le point de vue en tant que supporter les producteurs économiquement défavorisés. Les derniers points. Qu'est-ce que les auteurs comme nous du commerce équitable classique Nord-Sud peuvent apporter au commerce local? Nous, on a une expérience qui vient depuis 20 années de travail entre les producteurs et les entreprises et les consommateurs. Donc, on pense qu'on peut vraiment mettre à disposition les outils qu'on a créés dans toutes ces années. Et c'est exactement ce que Equo Garantito, notre association, fait en soutenant les agriculteurs locaux. Donc, les politiques d'achat, donc toutes les procédures de choix des fournisseurs dans un point de vue éthique et de durabilité et de transparence, l'outil des contrats entre les producteurs et les entreprises qui vendent les produits, des contrats de partenariat et des contrats de vente qui sont vraiment qui ont l'attention sur le juste prix, sur la continuité de la relation, sur le préfinancement, tous les outils vraiment que le commerce équitable a créés pour le Sud global. Les politiques environnementales. Là, vous avez un exemple du prix transparent qu'on fait avec les producteurs du tomate dans le sud d'Italie, dont ils ont pu expliquer ça coûte combien en euros et on paye combien les travailleurs, on paye combien la matière première. Donc là, c'est vraiment des outils qu'on a développés avec les producteurs du sud. Et la dernière slide. Voilà, d'autres outils, d'autres aides qu'on peut donner et qu'on donne aux producteurs, c'est le mouvement international du commerce équitable qui a vraiment contribué à créer l'idée de due diligence, je ne sais pas si on dit ça en français aussi, de la chaîne d'approvisionnement, parce que c'est exactement la transparence, le rapport qu'on a développé avec les producteurs du sud du monde. Et là, c'est un enjeu qui est vraiment très important maintenant au niveau européen pour tous les types des entreprises.
La reconnaissance, l'identification, on peut la donner au milieu du commerce équitable qui est connu par les institutions, comme vous avez démontré avec le maire, et au lieu des consommateurs. Et le système de garantie, bien sûr, qu'on a développé dans toutes les années. Donc là, vous voyez, par exemple, un article qui parlait de commerce équitable local dans un des principaux journaux italiens. Mais hier soir aussi, par exemple, dans une des chaînes de la télé plus connues, on a fait une interview aux producteurs italiens du commerce équitable. Donc voilà que c'est les outils qu'on voudrait vraiment mettre à disposition du commerce équitable local. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Félicitations pour votre français. Bravo. C'était très, très clair. Voilà. Vous avez expliqué notamment comment le commerce équitable traditionnel voit le commerce équitable local, c'est-à-dire quelles sont les définitions afin de pouvoir collaborer et trouver des points communs avec ce commerce local. Gaël Bigler, vous travaillez justement à comprendre les dynamiques de ce commerce local ici en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation peut-être de ce commerce et peut-être aussi trouver quelques points communs avec la définition qui a été donnée par Nicole? Alors, je vais me lever parce que je sais que je vais bouger. Notre groupe de travail, c'est la rencontre entre des gens qui travaillent sur les questions alimentaires sur différents niveaux. C'est-à-dire commerce international, donc avec des producteurs qui sont loin, et des gens qui travaillent plus sur les commerces locaux, donc communautaires, qui se battent depuis des années et des années pour que les producteurs suisses aient un salaire décent. Donc ça a été cité tout à l'heure comme un projet comme le lait équitable, en fait c'est un projet important. Donc il y avait ces dimensions de solidarité qui étaient importantes des deux côtés. Certains travaillaient avec des producteurs qui étaient loin, d'autres avec des producteurs qui étaient tout près, mais en fait la relation est courte parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça qui est important finalement quelque part. Et c'est le point fort entre nous, c'est de se dire on veut soutenir les producteurs, comment est-ce qu'on peut mieux les soutenir? Comment on peut s'assurer que les gens aient des revenus décents? Alors quand on parle de la Suisse, on se dira « Ah, mais les gens gagnent un bon salaire, vivent très bien en Suisse, c'est facile. » Mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de producteurs qui ne se payent pas un salaire décent, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Il y avait aussi l'idée que la politique agricole nationale va vers l'agrandissement des fermes, des grosses fermes très, très mécanisées, très spécialisées. Et c'est des modèles qui ne sont pas agroécologiques, qui ne sont pas résilients, qui résistent très mal au choc. En termes de biodiversité aussi, c'est un appauvrissement de la biodiversité. Donc c'était tous des modèles qui ne parlent pas à beaucoup de jeunes, beaucoup de gens engagés. En fait, des jeunes que j'ai rencontrés qui font des formations agricoles classiques me disent « J'ai dû désapprendre ce qu'on m'avait appris pour travailler de la manière qui m'intéressait. » Donc c'est quand même un peu embêtant. Hein. Donc en réfléchissant, en se disant quels sont les points communs finalement des gens qui font du commerce équitable depuis très longtemps, des gens qui font du commerce local aussi depuis très longtemps et qui veulent soutenir les producteurs, comment on pourrait travailler ensemble et discuter pour mettre en place des bases de partenariat qui soient plus forts et plus solides. Donc dans l'idée de soutenir les gens pour qui la transition est... Ah pardon, je parle trop fort, ça vous dérange? Est-ce que... Ouais, ok, ça marche. Maintenant, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Ouais. En fait, c'est finalement l'idée qu'on doit faire évoluer le système alimentaire en Suisse, et là, mais la vitesse à laquelle ça va changer, on n'est pas toujours d'accord avec les politiques nationales qui voient un changement dans le très, très, très long terme, alors que finalement, beaucoup de gens ont envie de s'engager pour des modèles beaucoup plus résilients. Donc pour nous, commerce équitable, c'est aussi un côté résilient qui est important. Quand on pense à la Suisse, on se dit l'accès à la terre, c'est la problématique la première pour les jeunes qui voudraient lancer une activité. Ça, c'est hyper compliqué. Donc c'est pas forcément une dimension qui est hyper importante. Alors je sais pas comment ça se passe en Italie, je pense que c'est un peu différent vu la taille du territoire.
Mais ici, c'est hyper compliqué. Donc des jeunes qui veulent se lancer en collectif, en gouvernance horizontale sur un projet agroécologique, c'est super compliqué. Donc c'est plutôt aussi identifier ces projets-là et mieux les soutenir, finalement, trouver dans tout ce qui a été développé par le commerce équitable international, des points forts, des choses qui pourraient soutenir justement ce développement de l'agroécologie en Suisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Donc l'accès à la terre, c'est compliqué. La formation, ça ne correspond pas. Et puis des jeunes qui sont en collectif, ils n'arrivent pas à s'installer. Donc ça commence à faire beaucoup de critères qui ralentissent finalement. Et on a identifié dans notre groupe de travail que les villes étaient des acteurs qui s'intéressaient à la transition, qui s'intéressaient au modèle agroécologique. Donc la ville de Genève aussi, dans son plan climat, a marqué noir sur blanc agroécologie. Et finalement, c'est aussi au niveau des villes qu'on arrive à dialoguer sur l'alimentation des gens. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir, avoir des systèmes alimentaires qui soient résilients au niveau local. Et c'est là où finalement les réflexions se nourrissent aussi, quelque part. Donc comment est-ce qu'on peut nourrir la population de manière durable. Et aussi, finalement, quelque chose qui est important en Suisse, c'est le côté accessibilité. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puissent accéder à des produits agroécologiques et pas seulement ceux qui ont le plus de moyens ou ceux qui connaissent les bons plans. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qui ressort, de dire « Ah, moi, j'ai mes bons plans pour réussir à consommer de manière agroécologique ». Donc là, c'est aussi se dire comment on peut favoriser cet accès à des produits qui rémunèrent bien les producteurs, mais qui sont en même temps accessibles aux consommateurs. Parce que c'est vrai que si on regarde le commerce équitable international, si on réfléchit à un cours mondial d'un produit, puis on met des primes par-dessus pour soutenir les producteurs, mais déjà en Suisse, beaucoup de choses sont chères. Donc si on part sur des idées de primes supplémentaires, ça va être compliqué. Donc ce serait plutôt de voir comment on pourrait développer un modèle qui permettrait à la fois de soutenir les projets agroécologiques les plus intéressants, tout en permettant l'accessibilité au plus grand nombre. Donc ça, c'est pour nous des dimensions fondamentales. J'ai moins vu dans ce que tu as montré, Micole. Peut-être qu'on va en reparler, je pense. Que ça, je pense que c'est une dimension fondamentale de nos projets. Ouais. Je commence juste avec ça, puis je reparlerai après, je crois, peut-être. Merci. Gaëlle. Caroline Pifaretti, on a donc d'un côté le commerce équitable traditionnel, nord-sud. On a toutes ces initiatives d'agriculture agroécologique, de proximité, qui se développent actuellement. Et on a une troisième filière, on va dire, que vous représentez aujourd'hui, qui est l'économie sociale et solidaire. Déjà, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, et puis aussi un peu les ponts qui sont possibles entre ces trois tendances. Oui, merci, et bonsoir à tout le monde. Alors effectivement, je vais commencer par expliquer un petit peu ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Je ne suis pas sûre que ça fait le plus sens de voir ça comme une troisième filière, mais c'est plutôt une articulation multiple en fait par rapport à ce qui a été présenté, les enjeux que vous avez présentés. Et je pense qu'il y a aussi, en lien avec les réflexions dont je vais vous parler, les spécificités du commerce équitable notamment peuvent vraiment beaucoup nous donner aussi des inspirations et des clés pour essayer d'avancer dans les défis sur lesquels on travaille. Donc l'économie sociale et solidaire à Genève, c'est un mouvement qui est ancien, qui est revenu un petit peu au goût du jour peut-être avec les enjeux de la transition écologique et sociale. À Genève, le réseau de l'économie sociale et solidaire va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, après, à Genève, donc le réseau compte environ 450 entreprises et organisations qui sont actives dans des secteurs d'activité très diversifiés. Donc c'est l'agriculture, mais c'est aussi la formation d'adultes, les services informatiques, la restauration, les finances. Et c'est environ, il y a une estimation d'environ 6 000 emplois à Genève. Donc ça reste quelque chose évidemment qui n'est encore pas dominant, mais on a notre part et notre place grâce à tous nos membres qui sont actifs au quotidien. L'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est ? Alors ça pourrait être le sujet d'une soirée entière, mais très rapidement, l'idée c'est vraiment de replacer l'économie comme un outil, comme un moyen au service de la société et pas comme une finalité. On va s'intéresser à la production de biens et services qui sont utiles au sens large
aux individus et à la collectivité. Donc de nouveau, des pommes, des cours de français, des vêtements et toute autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit? Donc il y a toute une réflexion aussi sur comment va fonctionner l'entreprise, l'organisation en interne, avec ses flux financiers, avec son organisation, etc. À Genève, on a établi des critères à partir d'une charte, donc un peu le même processus que vous avez fait en Italie et que d'autres font. C'est pas forcément très original, mais on s'est mis d'accord sur une charte et après sur des critères qui permettent de définir un petit peu les contours et aussi de définir un processus d'adhésion, par exemple. De nouveau, je ne vais pas détailler les critères. Peut-être qu'un critère central, c'est la lucrativité limitée, qui va en fait questionner qu'est-ce qu'on fait s'il y a des excédents qui sont générés par l'activité économique. Et c'est quelque chose qui est particulièrement important pour les entreprises qui ont des structures juridiques qui permettent la rémunération du capital, le versement des dividendes. Et finalement, ce questionnement sur la lucrativité limitée, c'est la question aussi de mettre un curseur qui va favoriser la recherche de l'impact sociétal maximum, la limitation de l'impact environnemental, plutôt que la rémunération du capital, le versement de dividendes. Voilà. Ce critère-là, il est aussi décliné au niveau de l'écart salarial, par exemple. Voilà. Après, quand je vous entendais sur le côté de comment on échange, comment on commercialise nos biens et services, comment on est en lien avec nos fournisseurs et sur toutes les filières, évidemment qu'il y a tous nos membres ont fait des réflexions, développé des pratiques. Certaines ont été aussi plus modélisées, comme c'est le cas pour l'agriculture contractuelle, qui s'inscrit aussi dans cette large famille de l'ESS, ou alors des modèles coopératifs. Ça a été moins formalisé de manière transversale. Aujourd'hui, dans les critères d'après, il y a certains critères auto-évalués, mais on n'a pas formalisé toute cette question-là de ça veut dire quoi un commerce qui serait équitable ou ESS, et puis est-ce qu'on arrive à avoir des choses plus transversales? C'est toute une question, mais ce serait intéressant de creuser. Donc pour après, la vision, c'est d'une part que tout bien et service utile devrait être produit et fabriqué en lien avec certains principes et une certaine éthique. Donc c'est là où finalement on pourrait avoir l'ambition de chapeauter les expériences plus sectorielles comme le commerce, enfin sectoriel ou en tout cas plus spécifiques comme le commerce équitable et l'agriculture, tout en sachant qu'on va toujours se nourrir de ce qui se fait sur le terrain. Et c'est pas l'idée d'avoir des grandes théories, mais c'est vraiment de faire remonter les expériences et les problématiques. Et puis voilà, plus particulièrement par rapport à après, nous ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment d'utiliser l'économie ou de faire de l'économie un levier pour la transition écologique et sociale. Et ça, c'est notre axe plus spécifique à nous. Je pense que ce qui pourrait être intéressant en termes pratiques, un de nos projets actuels, c'est le projet Locali, finalement qui vise à diminuer l'empreinte carbone des Genevoises et des Genevois sous l'angle de la consommation. Évidemment, ce n'est pas le seul angle, mais voilà, Locali, c'est sur cet angle-là, dont l'alimentation. Et puis ça s'inscrit en fait dans une vision d'un quartier, un seul planète. Alors c'est intéressant que vous ayez identifié le côté des villes comme axe d'action. Nous, on travaille à l'échelle d'un quartier qu'on a aussi identifié comme échelle pertinente pour essayer de faire bouger les choses. Donc un quartier, une seule planète, c'est un quartier où il fait bon vivre en termes individuels et collectifs, et où finalement on peut se procurer, on a accès aux biens et services qui nous sont utiles et qui sont en accord avec les limites planétaires. Voilà, et que c'est relativement facile de pouvoir avoir accès à ces produits. Donc c'est évidemment un large programme. Locali, ça a été une étude de faisabilité en 2023. Il va y avoir une deuxième phase ensuite. Ça a été de chiffrer les possibilités de réduction d'impact carbone via l'adaptation, l'évolution des modes de consommation sur l'alimentation, la mobilité, les objets, etc. Et puis, c'est aussi de tester des hypothèses de consommation, enfin concrètement comment on va faire pour rendre ça accessible. Donc c'est tester des modèles d'affaires, c'est aussi du coup tester comment peuvent s'organiser les acteurs de la filière, les producteurs, les transformateurs, la distribution,
concrètement comment on fait pour que eux s'y retrouvent mieux, parce qu'évidemment il y a tous ces enjeux aussi de revenus, etc. Et puis que ce soit plus accessible pour les consommateurs et les consommatrices, et pas que les convaincus, pas que ceux qui savent déjà comment faire, qui ont les moyens, etc. Au cœur de cette expérimentation actuellement, il y a la notion d'abonnement. Donc on est dans une contractualisation, comme ce que fait le commerce équitable. Et puis d'une distribution qui se fait sur le territoire. Donc évidemment que, voilà, comme je disais, on va travailler avec le réseau de l'agriculture contractuelle, avec les épiceries de quartier, avec les transformateurs, etc. Peut-être encore un élément. Donc Locali se concentre sur le commerce local, produit localement. À Genève, aujourd'hui, je crois que le taux d'autosuffisance, c'est environ 15%, et encore la moitié est exportée en tomates dans le reste de la Suisse. Il y a des études, alors ça, tu connaîtras peut-être les chiffres mieux que moi, mais il y a un potentiel avec les surfaces agricoles actuelles d'arriver peut-être à 20-25% de la capacité de production. Donc c'est clair qu'on ne va pas aller très loin. Donc il y a déjà beaucoup de marge pour améliorer la situation là, mais forcément qu'il va aller faire du moins local. Alors ça peut être un peu moins local, ça peut être du nord-sud. Et c'est clair que c'est là la complémentarité avec le commerce équitable, et aussi toutes ces réflexions de comment on va faciliter les liens commerciaux et les bonnes pratiques en termes de filière économique qui va aller un peu plus loin que le contact direct et la vente directe, parce qu'on ne va pas tout pouvoir faire en contact direct avec les producteurs. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment, et puis on pourra... Merci beaucoup, Caroline. Bon, voilà, maintenant c'est l'heure de se déplacer jusqu'au Liban, en tout cas par l'image. Benoît Berger, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Super. Et je vous vois. Très bien. Alors, vous, cette fusion, on va dire, du commerce équitable nord-sud et du commerce équitable local, vous la vivez déjà au quotidien avec le développement du commerce équitable sud-sud, comme on l'appelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience que vous vivez au Liban ? Oui, tout à fait. Merci en tout cas de m'avoir invité à venir présenter nos activités de Fairtrade Lebanon à l'occasion de cette table ronde. Depuis Beyrouth, où nous sommes basés, j'espère que la technique sera au rendez-vous, pour que nous puissions rester ensemble. Fairtrade Lebanon, c'est une organisation locale qui a été fondée en 2006 par un groupe de Libanais. Et j'insiste toujours pour dire que c'est une organisation locale. Ce n'est pas la branche au Liban de Fairtrade International, même si le nom peut prêter à confusion. Et à l'origine, Fairtrade Lebanon a été créé dans l'objectif de lutter contre l'exode rural des régions les plus éloignées du Liban et l'immigration finalement de ces communautés rurales en dehors du pays, en s'appuyant sur les savoir-faire traditionnels en matière de transformation agroalimentaire. Donc historiquement, l'organisation s'est d'abord appuyée sur des coopératives féminines qui sont disséminées un peu dans tout le pays, et ce n'est que par la suite que de proche en proche, afin d'assurer la simplification et la transparence sur la totalité des filières, nous avons remonté vers les producteurs agricoles, les fermiers, les éleveurs de ces mêmes communautés rurales, en fait, qui sont donc aussi répartis dans tout le Liban. Les produits dont je parle, ce sont des produits alimentaires essentiellement, issus d'une longue tradition de transformation artisanale pour la conservation des fruits et légumes, qu'on appelle au Liban la mounée. Ce sont des confitures, ce sont des produits comme le houmous, connu internationalement aujourd'hui, des eaux florales, l'eau de fleur d'oranger, l'eau de rose, et puis beaucoup d'épices, le fameux za'atar, qui est un mélange d'épices méditerranéennes à base d'origan. Comme vous le savez, le Liban n'est pas une puissance agricole, et le Liban ne produit pas de matières premières telles celles qu'on connaît dans les filières historiques du commerce équitable. Je pense au café, au cacao, au sucre de canne, tous ces, on va dire, ces produits emblématiques. Nous n'avons pas de
cette production de volume, de ces commodities, comme on dit en anglais. Et donc, à Fairtrade-Lebanon, nous avons d'emblée mis l'accent sur des produits transformés et qui restent souvent des produits de niche qu'on retrouve dans des points de vente plutôt épicerie fine, bien au Liban en Europe. Et en même temps, c'était pour nous l'occasion d'insister sur le fait que la valeur ajoutée par la transformation de ces produits aille directement aux producteurs, ou plutôt productrices en l'occurrence, plutôt qu'à des structures intermédiaires qui sont souvent d'ailleurs localisées dans les pays du Nord, dans les pays de consommation au final, on va dire. Et je pense notamment au chocolat, qui est essentiellement produit à partir de cacao importé brut, mais qui est transformé dans les pays de consommation. Que nous avons au Liban, c'est le vin et l'huile d'olive. Quand je parle de volume, ça reste des petits volumes, mais ces produits, nous les avons fait certifier pendant un temps par Flowcert, donc Fairtrade International, que vous connaissez aussi sous le nom de Max Havelaar dans certains pays d'Europe. Mais nous avons dû arrêter cette certification car justement, nous n'avions pas assez de volume de vente à l'export pour justifier les coûts que cette certification implique. Et donc nous restons, nous sommes membres de la WTO, comme l'a mentionné, ça a été mentionné au début de l'intervention, et donc nous avons la garantie du WTO pour l'ensemble de la gamme de ces produits. Alors en parallèle, vous me posiez la question, nous avons très tôt développé la vente locale de ces produits par la sensibilisation des consommateurs libanais. Et il y a 10 ans, déjà, Fairtrade-Lebanon faisait du commerce équitable local, du fair trade domestique, et sans vraiment, je dirais, le savoir, ou en tout cas sans en faire de publicité. Et en 2019, nous avions atteint à peu près un chiffre d'affaires réparti 50-50 entre les ventes locales au Liban et les ventes à l'export. Malheureusement, à partir de 2019, la crise économique libanaise nous a en quelque sorte fermé les portes du marché local à cause de l'effondrement du pouvoir d'achat des consommateurs libanais et aussi à cause de l'immigration d'une bonne partie de notre clientèle qui achetait ces produits dans les supermarchés ou les épiceries fines comme je le mentionnais. Et donc aujourd'hui, la motivation première des producteurs pour rester ou pour rentrer dans le circuit du commerce équitable est revenue finalement à la vocation première de Fairtrade-Lebanon, qui est l'accès au marché à l'export. Et c'est cette exportation de produits qui fait rentrer des devises. Et c'est souvent ça qui motive les producteurs, que ce soit des producteurs agricoles ou des producteurs de la transformation. Donc vous comprendrez que dans ce contexte, la montée en puissance du commerce équitable de proximité, comme on le voit en Europe, notamment en France, en Italie, ou sans doute en Suisse aussi, est plutôt pour nous, à première vue, une source d'inquiétude. Effectivement, si le vin ou l'huile d'olive produit en France ou en Europe du Sud, en Italie, en Espagne, par exemple, peuvent obtenir un label Fairtrade, cela va accroître la compétition et la difficulté d'accès au marché européen. En même temps, en tant que membre du mouvement mondial du commerce équitable, nous ne pouvons que nous réjouir de l'universalisation du concept et de sa déclinaison au niveau local, où que ce soit. Et comme ça a été aussi rappelé tout à l'heure, abandonner un peu cette vision nord-sud de nos échanges pour aller plutôt vers une vision comment inclusive des communautés les plus vulnérables. Et pour nous adhérons finalement à cette approche et il serait rétrograde d'en rester à une acception, on va dire, traditionnelle, lointaine, sud-nord ou nord-sud du commerce équitable. C'est pour ça que nous concentrons actuellement nos efforts à Fairtrade-Lebanon sur la reprise de ce commerce équitable de proximité au Liban, mais aussi dans les pays voisins. Par exemple, nous explorons des marchés plus proches culturellement et géographiquement peut-être que l'Europe, par exemple l'Égypte, les pays du Maghreb, les pays du Golfe, ou encore la Turquie. Mais bon, vous imaginez que dans le contexte actuel, ça n'est pas aussi simple que ça, ne serait-ce que pour des problèmes de logistique, d'acheminement,
et je pense que les problèmes plus politiques de relations entre les pays limitrophes du Moyen-Orient. Donc, pour espérer croître sur ces gros marchés, il est aussi important pour nous de fournir un effort de sensibilisation des consommateurs. Et c'est là, peut-être qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un coup de pouce des pays du Nord et des pays européens plus avancés en matière de campagne et d'événementiel, de plaidoyer, voire de lobbying. Nous pourrions, par exemple, imaginer des campagnes communes qui dépassent les frontières de nos pays respectifs. Imaginer des événements à l'échelle régionale de la Méditerranée, par exemple. La journée mondiale du commerce équitable pourrait être déclinée en tant que journée ou semaine méditerranéenne du commerce équitable. On évoque d'ailleurs souvent l'espace méditerranéen comme un écosystème homogène, un peu historique, pour ce qui relève en tout cas de l'alimentation, de la gastronomie. Alors, on parle souvent de la diète méditerranéenne qui est citée comme exemple. Et donc le commerce équitable pourrait se greffer sur cette approche régionale, construire son propre écosystème, son propre réseau, avec son agenda en solidarité entre les deux rives de la Méditerranée. C'est une première piste en termes de campagne à mener conjointement. Une deuxième piste qui nous occupe aussi avec le Libanon, c'est le développement et la promotion des circuits courts. Ça a été évoqué avant mon intervention. Donc les circuits, on va dire, du champ à l'assiette, les marchés de producteurs, un peu sur le modèle des AMAP ou la ruche Kidewi. Ce sont des concepts qui sont dans l'air du temps en Europe, mais encore peu développés dans notre région, où on va dire le modèle du centre commercial, du mall, du supermarché est encore très présent et encore le vent en poupe, avec tous les travers qu'on lui connaît. Donc voilà une deuxième piste. Et je voudrais mentionner ici également une troisième piste qui est le droit à un néoprotectionnisme économique qui a été formulé récemment par des économistes africains d'ailleurs, dans le cadre d'un programme de développement de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest, et repris récemment par Joseph Tissier, qui est le président de la plateforme Commerce Équitable de France. On peut de fait envisager une transition de nos modèles de production agricole, et notamment une anticipation des effets des changements climatiques en cours dans les pays du Sud et sur l'ensemble de la planète, si on ne protège pas les producteurs agricoles et notamment les petits producteurs, ceux qui relèvent historiquement des filières du commerce équitable. Et donc si on ne les protège pas par des mesures qui limitent les importations massives de produits agricoles à prix venant des pays où l'agro-industrie reste dominante. Et là aussi, nous avons besoin de l'appui et de la solidarité des mouvements des pays du Nord qui militent pour plus d'équité dans les échanges internationaux. Donc cette notion de néoprotectionnisme qui est développée par ces économistes africains semblait venir à rebours des orientations générales en matière d'accords commerciaux qui sont passés régulièrement entre les puissances économiques au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'une forme de coalition entre acteurs du commerce équitable serait intéressante à monter pour ces campagnes de plaidoyer. Pour terminer cette intervention, peut-être 2 mots sur la question de la sécurité alimentaire qui nous touche en premier chef et qui risque de devenir récurrente dans le contexte de crises multiples auxquelles nous faisons face, et pas seulement au Liban, et malheureusement dans beaucoup de pays de la région et même en Europe aujourd'hui. À certains Libanon, nous avons été entraînés un peu malgré tout, je dois le dire, vers l'aide humanitaire et donc le soutien aux communautés vulnérables, comme on les appelle, hein, les réfugiés syriens bien sûr, mais qui sont présents, très présents au Liban depuis 2011, mais aussi les communautés libanaises impactées par la crise économique. Et à la demande d'organisations internationales telles que la FAO ou le Programme alimentaire mondial, le PAM, que nous avons monté des programmes de distribution d'intrants agricoles et de l'eau alimentaire dans les villages reculés ou dans les écoles des zones rurales du Liban. En tant qu'organisation du commerce équitable, nous pouvions nous contenter d'utiliser les budgets alloués à ces activités pour nous fournir au plus bas prix sur le marché international en produits importés. Et donc nous avons dépendu
le principe d'acheter ces denrées alimentaires en priorité à des producteurs libanais. Donc, je parle en fait de pois chiches, de lentilles, de blé concassé, le boulgour, comme on l'appelle ici au Liban, d'acheter ces produits à des producteurs libanais plutôt que d'acheter du riz, par exemple, par exemple l'huile d'olive aussi, de l'acheter à des producteurs libanais plutôt que d'acheter des huiles végétales importées au Liban. Je pense aussi au savon. Le Liban produit un savon traditionnel d'excellente qualité. Donc tous ces produits-là ont été intégrés à des lots alimentaires distribués à ces populations vulnérables ou réfugiées. Et pour ce qui est des intrants agricoles, ça a été aussi pour nous l'occasion, par exemple, de développer des pépinières dans des régions qui en étaient dépourvues et de favoriser des fertilisants naturels, des biopesticides ou des produits, des composts, par exemple, produits localement au Liban que nous redistribuons aux producteurs libanais. Alors, ces produits sont sans doute plus coûteux que les produits phytosanitaires importés, mais sont produits par des multinationales de l'agrochimie. Donc cette dernière activité que je tenais à mentionner peut sembler un peu à la périphérie de la mission d'une organisation de commerce équitable, mais voilà, ça s'est imposé, on va dire, naturellement dans notre contexte libanais. Je vous remercie de votre attention. Je reste disponible pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Benoît Berger. Hop, je vous tourne de dos. Merci beaucoup, Benoît Berger. Voilà, on a fait un premier tour de table. J'aimerais d'ailleurs remercier les intervenants d'avoir été très raisonnables sur le temps qui leur était imparti. C'est pas toujours le cas. Voilà, en fait, j'aimerais vous faire réagir, Micol, mais peut-être d'autres personnes pourraient réagir sur ce qui a été dit par rapport à la question de la concurrence. L'Italie est un pays qui produit également de l'huile d'olive. C'est typiquement un produit qu'on trouve dans le commerce équitable local italien. Comment le commerce équitable traditionnel italien réagit à cette question de la concurrence? Merci, oui. Merci pour la question et merci pour l'intervention de Benoît. On a déjà parlé certaines fois assis aux mêmes tables dans des situations internationales, donc c'est un plaisir de réagir sur ces réflexions qui sont toujours très intéressantes. Et bon, le thème de la concurrence entre les produits du Nord et du Sud est un thème qui a un débat depuis longtemps dans le monde du commerce équitable, parce qu'on parlait du miel, on parlait du riz, on parlait de tous les produits qui peuvent être aussi produits en Italie. Et donc, dès qu'on a commencé à avoir une conscience plus forte sur le COD, on dit comment, le CO2, CO2 on a commencé à faire des raisonnements sur ça. Et on a toujours parlé des produits qui sont complémentaires parce que, comme Benoît disait, l'huile du Liban n'est pas le même huile du sud de l'Italie. Ils ont des caractéristiques. Même dedans l'Italie, on a des huiles qui ont des caractéristiques tout à fait différentes. Donc, comme on a la biodiversité dans le monde, forcément, il faut l'ajouter aux produits du commerce équitable. Donc, l'enjeu de la concurrence a été vraiment un débat qui a depuis très longtemps aussi parmi les organisations du commerce équitable, et je pense qu'on a trouvé et on continue à trouver la façon de d'être pas en concurrence mais de nous soutenir si on met l'accent toujours sur le marginalisé économique, parce qu'on ne veut pas soutenir les grandes productions d'huile en Italie, on va soutenir le petit producteur, comme dans le cas de Equo Garantito, qui dans un endroit très naturel de la Toscane, par exemple, ont décidé de faire à nouveau
pardon, je parle le mot, une forêt qui n'était plus active. Ils ont fait une coopérative a fait un gros travail pour faire pousser à nouveau les olives et tout ça. Donc, on n'est pas parti d'une grande entreprise qui vend l'huile dans les gros marchés. Donc voilà, je vois toujours l'attention à soutenir les organisations, les producteurs et productrices qui ont vraiment besoin d'être aidés pour l'accès au marché. Et j'aime beaucoup l'idée de la journée internationale du commerce équitable de la Méditerranée. Donc Benoît, il faut qu'on essaye à écrire à nouveau quelques projets ensemble pour avoir du soutien pour ça. Benoît, le commerce équitable est né à la base dans l'idée de changer les rapports commerciaux nord-sud. Est-ce que si on intègre les produits on va dire du commerce équitable local, est-ce que en Europe, est-ce que quelque part on ne perd pas cette volonté de changer les règles du commerce international? Comment vous le voyez depuis le Liban en fait cette évolution? J'avoue qu'on a actuellement du mal à se projeter dans un avenir lointain par rapport à l'évolution du commerce équitable. Je crois que c'est aussi une situation à laquelle les acteurs du commerce équitable en Europe font face. Hein. C'est que ça bouge beaucoup. Et moi, depuis on va dire une dizaine d'années, on a senti les lignes bouger énormément. Ne serait-ce que par rapport au carnet de commande. Hein. On avait des produits qui passaient beaucoup plus facilement vers l'Europe il y a 5-6 ans et qui ont beaucoup freiné. Je pense aux confitures, par exemple. La diversification. Je pense qu'il y a eu aussi une forme de resserrement des filières du commerce équitable sur les produits historiques. Hein, je parlais du chocolat, du café, du thé. On les voit toujours. Ça reste des gros volumes de produits issus du commerce équitable chez en tout cas on va dire les majors du commerce équitable en Europe. Par contre, nous, ça nous a vraiment forcé à l'inventivité. Je parlais de produits de niche. Hein, on est devenu un peu champion en matière de produits de niche avec nos produits libanais. On a remporté récemment des concours, y compris aux États-Unis, sur des produits extrêmement pointus, si je puis dire, hein, du houmous aromatisé, par exemple, ou des eaux florales issues de plantes dont on n'imaginait pas qu'on pouvait en extraire des eaux distillées. Pour revenir à l'huile d'olive, c'est un bon exemple parce que c'est un produit qui est aussi très chargé de symboles. Hein, on sait que l'huile d'olive palestinienne, par exemple, a été très longtemps, on va dire, l'huile d'olive par excellence des magasins du commerce équitable en Europe, parce qu'elle avait ce symbole de l'huile du rameau d'olivier. Et donc, on se rappelle avec, en tout cas, une relation non violente entre producteurs de Palestine et d'Israël. Et nous, comme l'a dit ma collègue italienne, on ne cherche pas forcément à être concurrent de l'huile d'olive palestinienne ou italienne, mais à jouer plutôt la complémentarité des terroirs et à faire monter en gamme aussi et en qualité la production libanaise. Hein. Je pense que c'est ça aussi le résultat de s'être confronté à cet écosystème du commerce équitable, c'est que à force de se rencontrer, à échanger des pratiques, à échanger des expertises, on a un petit peu contaminé, si je puis dire, les producteurs d'huile d'olive libanais avec des nouvelles techniques que même ne connaissaient pas et ont développé dans leur propre exploitation. Donc c'est un peu la voie que nous prenons pour tout ce qui est on parle beaucoup au Liban d'innovation. On a une jeune génération, en tout cas ceux qui restent au Liban et qui n'émigrent pas, qui sont un peu dans cet esprit de start-up sur des filières nouvelles, innovantes, mais toujours ancrées dans la tradition
de ce que j'ai appelé tout à l'heure la diète libanaise, mais en tout cas des savoir-faire traditionnels en matière de transformation. Merci. Je vais passer par l'autre bout de la lorgnette. En fait, maintenant, on a vu qu'il pouvait y avoir de la concurrence, en tout cas une certaine. Mais est-ce que le commerce équitable intéresse, ou la notion de commerce équitable intéresse vraiment les nouveaux producteurs, les nouveaux petits producteurs européens d'agroécologie, par exemple? Là, je me tourne vers Gaël. Le commerce équitable peut amener beaucoup de choses, notamment des procédures, des règles, etc. Mais c'est aussi assez pesant, ces règles. Ça peut avoir des coûts en termes de certification. Est-ce qu'il y a une envie de collaborer de ces milieux? Alors, en fait, dans l'enquête qui a été faite par une stagiaire, une étudiante de l'Université de Genève, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui partageaient les mêmes valeurs sans forcément mettre des étiquettes dessus. Donc il y a des gens qui défendent l'agriculture paysanne, il y a des gens qui défendent l'agroécologie, il y a des gens qui défendent le commerce équitable, il y a des gens qui défendent... Enfin, c'est différentes étiquettes sur des valeurs qui sont les mêmes finalement, qui sont celles de transparence, de respect, de salaire équitable. Donc dans ces enjeux-là, on se reconnaît totalement, on travaille ensemble. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile pour des jeunes de s'installer dans des projets vraiment agroécologiques pour l'instant. Et c'est là où ils cherchent un certain soutien. Donc ils ne sont peut-être pas économiquement marginalisés de la même manière que ça pourrait être dans une filière de commerce équitable plus classique. Mais c'est plutôt, on s'est dit, ça fait 40 ans que le commerce équitable existe, ça fait 40 ans qu'il y a des bonnes pratiques, ça fait aussi 40 ans que les systèmes de panier qui ont été évoqués rapidement tout à l'heure existent. Donc il y a aussi des bonnes pratiques qui existent de ce côté-là. Donc c'est plutôt de mettre les forces en commun, parce que finalement on est tout petit face à des gros méchants, et si on se tire dans les pattes, on ne va pas aller loin. Enfin là on parlait aussi de concurrence, mais quelque part le marché, finalement, les gens qui achètent des produits équitables, c'est une petite population. Ce serait plutôt de convertir plus de monde et ouvrir le marché de ce côté-là, plutôt de se dire on va se tirer dans les pattes pour se récupérer les quelques clients les plus faciles à atteindre, parce qu'ils sont déjà sensibilisés en fait. Ben, j'ai une dernière question avant de passer la parole à la salle. C'est par rapport au cadre légal. Il y a certains pays ont fait le choix de mettre un cadre légal qui fusionne en fait ces deux filières. C'est le cas de la France en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce qu'il y a un combat là autour? Ou bien est-ce qu'on peut très bien s'en passer? En Italie, comment ça se passe? Ça se passe très mal parce qu'on n'a pas, du tout un cadre légal et c'est vraiment dommage. Et on a essayé plusieurs fois à avoir une loi à propos du commerce équitable au niveau national. On a 12 ou 13 lois au niveau régionaux. Des lois régionaux, mais on n'a pas jamais réussi à avoir un cadre légal. Et même si on avait une fois une chambre avait approuvé la loi au soutien du commerce équitable, qui avait aussi la définition en 2015, mais comme on a deux chambres, la deuxième chambre n'a pas eu le temps de voter pour ça parce que le gouvernement a changé, comme ça arrive toujours en Italie, donc finalement on n'a pas réussi. Mais c'est vraiment dommage dans notre point de vue parce que on a vu comme en France par exemple ou en quelque façon en Allemagne, la loi nationale a créé une conscience dans le consommateur que nous les acteurs politiques, les acteurs, les mouvements, les acteurs dans le marché n'ont pas la même force, énergie à créer. Et donc vraiment ça pourrait être la différence. Et on a parlé plusieurs fois avec le commerce équitable France, par exemple, la plateforme française. Et pour eux, ils étaient beaucoup plus facile de parler aux nouvelles générations, aux agriculteurs de commerce équitable, parce qu'en général, le public sait ce que c'est le commerce équitable, et ça n'arrive pas toujours pour tout le monde en Italie. Donc le cadre national pourrait vraiment faire la différence.
D'autres réactions peut-être? Alors, c'est pas le même terrain de jeu d'essayer de changer une législation nationale. Je crois que là, ça devient assez compliqué, surtout dans un pays comme la Suisse. Mais d'un autre côté, en s'alliant justement avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, faire reconnaître l'économie sociale et solidaire, mais faire reconnaître aussi l'agroécologie, parce qu'il y a aussi un mouvement suisse d'agroécologie qui se déploie. Donc il y a différents moyens, finalement, on travaille ensemble, on avance. C'est aussi pour ça que je disais que le niveau des villes en Suisse, c'est un niveau auquel on arrive à bouger, on arrive à avoir des soutiens, il y a vraiment un réel intérêt. Notamment comme le projet Locali, par exemple, là, qui est quand même un projet super intéressant. Et il y a aussi, au niveau cantonal, le droit à l'alimentation qui a été ajouté à la Constitution genevoise. Et donc, on veut faire le lien aussi là, de dire que les dimensions de solidarité, les valeurs du commerce équitable devaient aussi être représentées dans ce qui est porté au niveau du droit à l'alimentation. Donc, on participe aussi aux discussions à ce niveau-là, en fait. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je voulais juste Caroline. encore réagir. Tu parlais du fait que finalement, souvent, on se rencontre entre acteurs, même avec des rôles différents, secteurs différents, qu'on n'a pas les mêmes étiquettes, mais finalement, on tire à la même corde. C'était vraiment une des idées fortes de la création d'après, de se dire, mais en fait, à Genève, comme ailleurs, il y a énormément d'acteurs qui, dans leur secteur, dans leur coin, essayent à l'époque, on parlait de construire une autre économie, et puis que finalement, un des enjeux, c'est de se mettre ensemble et se rendre compte déjà qu'on a des enjeux communs. Et pour autant, le travail, il doit toujours être remis sur le métier, parce que c'est vrai que rien qu'entre commerce équitable et économie sociale et solidaire, on se disait avec mon collègue en préparant un peu cette soirée, que rien que cette conférence, cette table ronde, elle nous permet de remettre un peu plus dans le radar les pratiques du commerce équitable, en lien avec des enjeux qu'on a actuellement, de travailler, effectivement, on a un processus en cours avec nos membres et avec d'autres acteurs, notamment économie du bien commun, et d'autres acteurs qui travaillent sur des standards ou qui ont mis en place des standards, des critères sur tout ce qui est économie durable en Suisse, et de faire tout un travail pour avoir des référentiels communs, de voir aussi avec les points communs, les points qui ne sont pas communs, mais vraiment pouvoir évoluer là-dessus et finalement faciliter aussi de pouvoir embarquer un plus grand nombre d'acteurs possible, parce qu'on est aussi dans une question de bonne pratique, d'inspirer, de faciliter l'accès à comment on fait une économie qui est plus respectueuse du vivant, de la planète, des producteurs, etc. Donc voilà, vraiment des mouvements, il faut toujours remettre une couche et avancer dans ce sens-là. Merci. Voilà, on va passer la parole à la salle. Il y a des micros qui peuvent circuler, donc je vous invite à vous manifester si vous avez des questions ou des remarques simplement, des interventions. Toujours difficile de commencer. Je peux juste, bien sûr. J'ouvre un autre thème de discussion peut-être. On a parlé de volume, de production, d'exportation, de tout ça. Et si on parle de commerce équitable local, si on dit que c'est genevois et qu'on prend les frontières cantonales ou le Grand Genève, c'est tout petit. C'est pas les mêmes, quelque part, c'est pas forcément les mêmes logiques. On va pas dans l'idée d'exporter des produits genevois. Enfin, il y a déjà un label, c'est autre chose, mais c'est pas. Il y a des dynamiques en commun, mais il y a des choses un peu différentes. Je crois qu'en termes de volume de production, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt de réfléchir en termes de filière. Donc c'est vraiment du champ à l'assiette, comment la marge, comment les bénéfices sont répartis à chaque acteur et chaque étape. Et c'est plutôt aussi de se dire comment on pourrait se faciliter la vie en termes de logistique, en termes de mise en commun des forces. Notamment si on fait de la transformation, il y a beaucoup de métiers où finalement travailler ensemble, ce serait vraiment des plus-values. Et là, je pense que c'est quelque chose de très important. Ouais. S'il n'y a pas tout de suite une question, moi j'en ai une. En fait, sous la pression, on va dire, de ces initiatives de commerce local, sous la pression de la crise climatique, évidemment, le commerce équitable est de plus en plus amené à devenir un commerce bio, essentiellement, avec des coûts extrêmement élevés pour les producteurs du Sud. Est-ce que là, il n'y a pas un peu, quelque part, fausse route? Parce que c'est quand même pas aux petits producteurs du Sud de payer la crise écologique.
Oui, bon, le commerce équitable a toujours essayé à aider les bonnes pratiques des producteurs et productrices dans le Sud qu'ils déjà connaissaient sur leur impact sur l'environnement. Donc vraiment ça a été toujours un sujet très important dans la création des projets du commerce équitable. Et la certification n'était pas, et surtout dans le monde WFTO, de la filière intégrée, n'était pas forcément une nécessité des producteurs. Et par exemple, dans le cas de l'Italie, on a dû ajouter, quand on parlait de l'agriculture, des producteurs et productrices locaux, on a dû ajouter la demande de certification ou bien de certification participative parce que ça n'était vraiment un critère, la certification bio pour les producteurs du Sud. Mais vraiment, les bonnes pratiques des producteurs du Sud ont été toujours quelque chose qui a été soutenu par le commerce équitable, par les projets qu'on faisait avec les producteurs. Donc ça, c'est vraiment quand on parle, quand Lara disait au début que les discours sur le problème entre la durabilité environnementale et la durabilité sociale n'est pas que seulement en parlant du fait que le produit vient du sud au nord. Ça, c'est vraiment la différence parce qu'on a des études par Oxfam et par beaucoup d'autres organisations que peut-être le même produit de l'agriculture de l'Angleterre, mais cultivée en Angleterre avec des faisans intensives et tout ça, a un impact plus fort que le produit agricole qui vient qui est produit dans le soleil de l'Afrique, par exemple. Pardonnez, en français c'est plutôt compliqué parler de ça pour moi, mais vraiment l'attention à l'environnement a toujours été très importante dans le commerce équitable et sur ce côté, la certification bio n'est pas forcément une nécessité, mais le contrôle de l'impact sur l'environnement est certainement un point des critères du commerce équitable. Lara? Peut-être, je voulais juste dire qu'avec les magasins du monde, on avait justement fait un bilan carbone sur 1 kilo de sucre qui venait des Philippines avec du sucre de betterave suisse traditionnel. Et c'est vrai que quand on fait des études comme ça, après c'est que le bilan CO2, il y a d'autres indicateurs, mais on voit que les coûts écologiques des transports, il n'est pas si important par rapport aux coûts écologiques des méthodes de production. Donc, du coup, ça, je pense, c'est quelque chose qui est toujours important à mettre en avant. Et puis, l'autre chose, les filières de commerce équitable, avec l'histoire des prix et puis des soutiens aux producteurs, voilà, ça aide aussi les producteurs à éventuellement obtenir une certification biologique. Donc, ça fait aussi partie de l'action des filières de commerce équitable que d'aider les producteurs éventuellement à faire des labellisations et des certifications. Après, voilà, on n'est pas à l'abri du fait que ça reste quelque chose qui coûte cher. Et donc, du coup, d'où l'importance aussi d'avoir des relations vraiment dans le long terme avec les partenaires du Sud. J'aimerais évoquer peut-être une autre barrière potentielle à la collaboration entre le commerce équitable local et le commerce équitable nord-sud, en tout cas dans sa filière intégrée, c'est le rapport aux grandes surfaces, par exemple. Il y a pas mal de petits producteurs locaux qui cherchent en fait et qui ont très envie d'être intégrés dans les filières traditionnelles de la grande distribution, chose qui évidemment dans le commerce intégré n'est pas conforme. Est-ce que là il y a une pression? Est-ce que vous ressentez une pression sur la filière intégrée ou bien est-ce que c'est marginal? Dans notre cas, et
peut-être Benoît peut donner un autre point de vue, mais dans notre cas, les producteurs italiens, comme vous savez très bien, le prix qui est payé par la grande distribution organisée, on dit en français, est vraiment si bas que les producteurs italiens qui sont en relation avec le commerce équitable, donc ils sont des petites entreprises, ils préfèrent se rapporter avec les magasins de commerce équitable ou bien les groupes, on les appelle GAS en Italie, je ne sais pas, les groupes d'achat organisés. Qui vont payer le prix qui vraiment est juste pour les produits italiens. Donc ça, vraiment, on voit la différence avec la grande distribution. Pour les volumes de production qui ne sont pas trop grands des producteurs et productrices italiennes. Est-ce qu'en Suisse, on a des cas? Moi, je me rappelle par exemple la question du lait, du lait Fairtrade, qui avait fait l'objet d'un précédent débat et qui, en fait, ne veut pas vraiment intégrer la filière équitable parce qu'elle a d'autres pratiques commerciales, notamment. C'est là où finalement leur travail est plus axé sur la rémunération du producteur plutôt que sur l'engagement environnemental. Donc c'est là où on disait... Enfin, dans nos réflexions, on était en train de se dire finalement il faudrait presque réfléchir en boussole avec différents indicateurs et se dire finalement tel projet sur l'aspect gouvernance est très bon, mais sur l'aspect environnemental ils sont peut-être un peu moins forts, ou sur d'autres projets finalement de se rendre compte qu'il faudrait intégrer plusieurs critères plutôt que d'avoir un combat sur une seule question. En ce moment, il y avait une campagne de pub, je ne sais plus si c'est Lidl ou Aldi, qui parlait du prix équitable aussi. Donc c'est un gros méli-mélo de plein de choses. C'est là où je disais aussi tout à l'heure que c'est plutôt des logiques de filière, donc des circuits plus courts, donc plutôt de réfléchir en termes de production, comment on met en commun la distribution, la transformation des choses, pour après les distribuer dans des commerces qui ont aussi des valeurs importantes, je pense, sur cet aspect-là. Après, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur des énormes volumes non plus. Donc je ne pense pas qu'on ait la grande ambition de vendre dans les grandes... Mais si ça peut faire bouger aussi les grandes chaînes pour qu'ils aillent un peu vers plus de durabilité, plus de transparence, tant mieux, quoi. Si le fait que les consommateurs commencent à se rendre compte qu'il y a des pratiques qui sont déloyales, peut-être que ça va bouger un peu aussi. On sait que sur le bio, ils se font une marge monstrueuse dans les supermarchés. Et donc ça n'a pas de sens, en fait. Je disais des fois, pour enlever les acteurs qu'on ne veut pas dans nos discussions, c'est de demander de la transparence, en fait. Donc ils sont auto-exclus. Tous ceux qui ne veulent pas être transparents sur comment ils fonctionnent et les marges qu'ils reprennent sur les producteurs, finalement, ne participent pas à nos discussions, en fait. Je me retourne à nouveau vers la salle. Est-ce qu'il y a des interventions, des remarques par rapport aux choses qui ont été dites? Des perspectives, peut-être? Lara. Je voulais juste dire une chose. C'était par rapport à la concurrence du commerce équitable local par rapport au commerce équitable Nord-Sud. La France qui a fait l'expérience, ça fait maintenant 10 ans qu'ils ont lancé le commerce équitable Origine France. Et puis eux, ils ont vraiment vu une augmentation des ventes de produits de commerce équitable Origine France et en parallèle une augmentation de la vente des produits du commerce équitable Nord-Sud. Donc c'est comme disait Nicolas tout à l'heure. Se mettre ensemble, ça permet de toucher plus de monde, de faire comprendre. Peut-être aussi que les consommatrices et les consommateurs, quand on parle de commerce équitable local, ils touchent parce que c'est proche, ils se rendent vraiment compte de ce que ça veut dire et ça les sensibilise aussi aux produits qui viennent des pays du Sud. Donc voilà. Oui, et puis si je peux ajouter, donc il y avait fin septembre la 16e rencontre des villes des Fairtrade Towns, où étiez d'ailleurs Benoît, Lara.
Anya. Et c'était un des constats qui revenait, qu'effectivement, de ce que c'est aussi développé en Belgique ou dans d'autres pays européens, et qu'en fait les deux commerce équitable local, commerce équitable nord-sud se renforcent, et ça permet d'augmenter les chiffres d'affaires des... Je ne sais pas si je peux parler de filières ou de... et l'autre aspect qui était intéressant, souvent concernant la production alimentaire, revenait souvent l'idée de cultiver en sur la base de l'agroécologie. Et ça, je trouvais aussi intéressant d'arriver à ce constat, que ça soit, quels que soient les pays. Très bien. Je crois qu'on va à peu près rester sur cette conclusion. C'est une conclusion positive. Je pense effectivement on voit en tout cas que cette collaboration progresse. Je peux témoigner personnellement. J'ai participé aux 3 tables rondes qui ont été signalées tout à l'heure, et je sens que le débat progresse, s'approfondit, les murs se fissurent, et ça me paraît une très bonne chose. Du coup, je voulais vous remercier pour votre attention. Remercier en particulier Benoît pour sa participation à distance, mais également les intervenantes ici. Et puis vous souhaitez une bonne soirée. Et puis l'apéro, désolé pour vous. Nous, on va continuer à l'apéro. Voilà. Bonne soirée.